Pour présenter Céline, son promote n'est hélas pas là, il est excusé, mais par contre il m'a envoyé un email avec le texte qu'il souhaitait dire. Donc je vais vous le lire tout de suite. Voilà. Alors, c'est un texte qui va présenter un peu Céline et à la fois le contexte du mémoire. Donc je le lis. De nos jours, tous les smartphones disposent d'un capteur GNSS. Les smartphones sont donc les récepteurs GNSS les plus répandus avec plusieurs milliards d'unités de par le monde. Jusqu'en 2016, les utilisateurs de smartphones équipés du système d'exploitation Android disposaient seulement de la position calculée sur base des mesures effectuées par leur smartphone. Depuis lors, l'utilisateur a directement accès aux mesures brutes collectées par le capteur GNSS de leur smartphone. De nombreux travaux ont été consacrés à l'utilisation de ces mesures dans le cadre de différentes applications. Alors, le travail de Céline s'inscrit dans cette problématique. Il s'agit d'une des premières études visant à déterminer si les mesures GNSS issues des smartphones peuvent apporter une valeur ajoutée pour l'étude de l'activité ionosphérique. Les résultats obtenus sont très prometteurs et ont contribué à une présentation dans une réunion scientifique internationale consacrée aux applications des données GNSS issues des smartphones. Encore toutes mes félicitations à Céline. Voici son message. Et donc, je passe tout de suite la parole à Céline pour sa présentation. Merci pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation? Oui, c'est parfait. Voilà, donc comme ça vient d'être dit, on va partir sur un domaine tout à fait différent puisque j'ai travaillé en GNSS et en particulier l'étude de l'ionosphère à l'aide de mesures issues de smartphones. Alors dans le titre du mémoire, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs notions importantes. D'abord, mesure GNSS, ensuite l'ionosphère et le total electron content. Alors avant d'aller plus loin, je vais tout de suite définir ces trois notions et ensuite je préciserai un petit peu la question de recherche. Donc d'abord quelques mots sur les GNSS. Donc cet acronyme signifie Global Navigation Satellite System. Il existe plusieurs systèmes à travers le monde, le système américain GPS, le système européen Galileo ou encore le système russe GLONASS. Alors le positionnement GNSS se base en fait sur la mesure d'un temps de parcours, donc le temps nécessaire à un signal émis par un satellite pour parvenir à un récepteur terrestre. À l'aide d'un temps de parcours, connaissant la vitesse, on est capable de calculer des distances et à l'aide de plusieurs observations, on est en mesure de résoudre les inconnus du positionnement qui sont entre autres les coordonnées X, Y, Z d'un récepteur terrestre. Alors, le signal GNSS est composé d'un code qui est modulé sur une onde porteuse. Alors, un code, c'est une suite en fait de chips, donc une suite de 0 ou et de 1. Donc, le code va permettre au satellite de transmettre au récepteur un message de navigation qui contient notamment l'orbite du satellite, mais le code va aussi permettre de mesurer le temps de parcours qui nous intéresse. Le temps de parcours peut également être calculé à l'aide du déphasage de l'onde porteuse lorsqu'elle parvient au récepteur. Et donc, en GNSS, on va parler d'une part d'observation de code et d'autre part d'observation de phase. Alors, deuxième notion importante, c'est l'ionosphère. Donc, il s'agit de la couche de la haute atmosphère située entre 60 et 1000 km d'altitude. C'est un milieu dans lequel la concentration d'électrons est suffisante pour affecter la propagation du signal GNSS. Et donc, une application bien connue et dérivée des GNSS, c'est l'étude de l'ionosphère via les perturbations sur le signal. Alors, enfin, il faut préciser ce qu'est le Total Electron Content, puisque c'était là l'objet principal du mémoire.
Donc, il s'agit de la concentration en électrons libres dans l'ionosphère sur le chemin satellite-récepteur. Le total electron content peut être mesuré en tech unit, avec une unité de tech qui correspond à 10 exposant 16 électrons par mètre carré. Alors, le tech peut être estimé à l'aide de modèles. Il peut aussi être obtenu à l'aide de sondages de l'ionosphère, mais il peut aussi être estimé à l'aide d'une combinaison de mesures GNSS appelée combinaison Geometry Free. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait depuis maintenant plus de 20 ans à partir de mesures issues de récepteurs géodésiques. Alors, en ayant tout cela en tête, je peux maintenant préciser la question de recherche qui était la suivante. Les puces GNSS des smartphones permettent-elles de calculer le tech avec un niveau d'exactitude comparable à celui des récepteurs géodésiques? Donc, l'intérêt en fait d'utiliser des smartphones par rapport aux récepteurs géodésiques, c'est que les smartphones sont aujourd'hui présents partout et ils sont peu coûteux en comparaison aux récepteurs géodésiques. Donc, ils forment potentiellement un vaste réseau de collecte de données, donc des données qui vont pouvoir alimenter les modèles ionosphériques et en permettre une meilleure compréhension, ou encore permettre la détection de phénomènes qui se répercutent sur l'ionosphère, comme par exemple la formation des tsunamis. Et d'autre part, calculer le tech à partir de mesures smartphone pourrait permettre une meilleure estimation du délai ionosphérique utilisé en positionnement. Alors, voici le plan pour la suite de la présentation. Donc, après encore quelques notions théoriques, je présenterai la méthodologie générale et ensuite je donnerai les principaux résultats. En conclusion, j'évoquerai quelques perspectives de recherche. Alors, on va commencer tout de suite avec la théorie. Donc, en premier lieu, on va modéliser les observables. Donc, il s'agit ici d'une modélisation simplifiée. Alors, on a ici une observation de code et ici une observation de phase. On va considérer à chaque fois un seul récepteur et un seul satellite et des observations faites à une fréquence K. Alors, je vais rapidement détailler les différents termes. Donc, on a D, la distance satellite-récepteur, T, le délai troposphérique dû à la traversée de la troposphère, I, le délai ionosphérique qui va nous intéresser, M, le multitrajet qui est dû à la réception de signaux indirects. Alors, le terme delta T reprend les différentes erreurs d'horloge. Le terme delta H, lui, reprend les délais hardware qui sont dus à la propagation du signal dans les composants hardware. Et enfin, on a epsilon, qui est le bruit de mesure. Alors, pour les phases, on a une expression qui est très similaire, si ce n'est que le signe du délai ionosphérique est différent. Et on a également un terme supplémentaire qui est l'ambiguïté initiale multipliée par la longueur d'onde. Donc, ce terme apparaît ici parce que les observations de phase sont en fait ambiguës, c'est-à-dire qu'elles sont faites à un nombre entier de cycles près. Et ce nombre entier de cycles est appelé l'ambiguïté initiale, donc c'est ceci, le n. Alors maintenant, je vais montrer comment la combinaison de géométrie free permet de calculer le tech. Donc la combinaison de géométrie free, c'est tout simplement la différence de deux observations de code ou de phase à des fréquences différentes. On va par exemple faire une observation de code sur L5 moins une observation de code sur L1. Donc L5 et L1 étant deux fréquences différentes. En faisant cela, on va éliminer certains termes qui sont la distance satellite-récepteur, le délai troposphérique et les erreurs d'horloge. Et d'autre part, ici, dans le travail, on a négligé le multitrajet, les délais hardware sur les phases et le bruit de mesure.
Alors, on a ici le résultat donc, de cette différence d'observation ici pour les codes et ici pour les phases. Alors, on voit qu'il nous reste comme terme les délais ionosphériques des observations de départ et les délais hardware des observations de départ. Et par contre, pour les phases, il nous reste les termes d'ambiguïté. Alors, on va maintenant exprimer le délai ionosphérique en fonction du TEC et on va pouvoir injecter cette valeur dans les deux équations précédentes. Et cela nous permet finalement, en reformulant un petit peu les expressions, d'obtenir le TEC basé sur des mesures de code et le TEC basé sur des mesures de phase. Alors, on voit que pour les codes, on va devoir calculer ce terme-ci qui reprend les délais hardware des observations de départ et que j'appellerai délai hardware de la combinaison géométrie free. Et pour les phases, on va devoir calculer un terme qui reprend les ambiguïtés des observations de départ et qui est l'ambiguïté non entière de la combinaison géométrie free. Alors, un deuxième petit point de théorie concernant les sauts de cycle. Comme je viens de le dire, pour calculer le TEC d'après les mesures de phase, on va devoir calculer des ambiguïtés. Mais en présence de sauts de cycle, ces ambiguïtés ne sont pas constantes pour un même satellite sur un même passage. Donc en fait, un saut de cycle survient quand le signal est momentanément perdu. Et donc, dans ce cas-là, l'ambiguïté n'est pas constante. Alors, ici, la méthode qui a été mise en œuvre utilise la combinaison wide lane, narrow lane. Donc, c'est une combinaison qui fait intervenir à la fois les codes et les phases. La quantité obtenue ne dépend plus de l'ionosphère ni de la géométrie. Et c'est une quantité qui doit rester constante en absence de saut de cycle. Alors, la méthode de détection est illustrée ici. Donc, on a le résultat de la combinaison wide lane, narrow lane exprimé en fonction du temps. Pour chaque observation, on va se baser sur les gamma observations précédentes pour déterminer un intervalle de confiance. Et en fait, si l'observation tombe en dehors de cet intervalle, ainsi que les observations suivantes, on va détecter un saut de cycle. Par contre, si les observations suivantes sont elles, par contre, comprises dans l'intervalle de confiance, on va seulement détecter un outlier, c'est-à-dire un pic isolé. Et un dernier petit point de théorie pour terminer concernant le lissage des observations de code. Donc les codes sont des observations qui sont fortement bruitées et c'est encore plus vrai pour les mesures smartphone. Donc j'ai appliqué un filtre de Hatch qui utilise donc les mesures de phase qui elles sont plus précises pour lisser les codes. C'est un filtre qui est dit non divergent parce que le délai ionosphérique d'origine est conservé. Par contre, c'est un filtre qui nécessite d'être réinitialisé après chaque saut de cycle puisque les phases interviennent. Donc, l'application du filtre est illustrée ici. On a ici sur ce graphique le résultat de la combinaison géométrie free sur les codes en fonction du temps. En bleu, on a le résultat avec des observations non lissées et en rouge, le résultat avec lissage. Alors maintenant, quelques mots sur la méthodologie. Donc, 3 sets de données ont été utilisés. Donc, des données du récepteur géodésique Septentrio Pola RX4, donc on a au P5. Ensuite, des données smartphone, donc d'une part issues de la puce Broadcom, qui à l'époque était la plus récente. D'autre part, des données de la puce du smartphone Google Pixel 4 XL. La période d'observation était le Day of Year 71. Les observations étaient tirées de la constellation Galileo et la paire de fréquences considérée était
E5A, E1. Alors au niveau de la mise en œuvre, donc pour obtenir les résultats finaux, 2 scripts MATLAB principaux ont été écrits, un script pour la détection des sauts de cycle et un script pour le calcul du TEC absolu. Alors, au niveau des étapes de calcul, donc d'abord, on a un tri des données et l'application d'un masque d'élévation à 15 degrés. Ensuite, on doit détecter les sauts de cycle. Je vais un petit peu m'attarder sur cette étape avant d'aller plus loin. Donc, j'ai évoqué les 3 sets de données différents. Donc, dans le set de données provenant du récepteur géodésique, il n'y avait pas de saut de cycle. Par contre, dans les données smartphone Broadcom, il y avait de nombreux sauts de cycle, mais ils ont pu être détectés avec la méthode wide lane, narrow lane. Et pour les données du smartphone Pixel, les sauts de cycle étaient peu nombreux, mais n'ont pas pu être détectés avec la méthode utilisée. Donc, c'est illustré ici avec un premier graphique qui nous montre le résultat de la combinaison wide lane, narrow lane en fonction du temps. Donc, pour les données Broadcom, alors on voit que on a ici un saut de cycle qui a été détecté. En fait, l'ampleur du saut est importante et donc on est capable de détecter le saut par rapport à la bande de bruit. Par contre, ici, on a la même chose, donc la combinaison wide lane, narrow lane en fonction du temps, cette fois pour le pixel. Mais ici, on voit qu'on a un saut qui est de petite amplitude et donc il ne ressort pas de la bande de bruit et il n'a pas pu être détecté. Alors, une fois les sauts de cycle détectés, on va pouvoir lisser les observations de code et puis finalement calculer d'une part les délais hardware de la combinaison geometry free et d'autre part les ambiguïtés de la combinaison geometry free. Ça a été fait ici à l'aide de cartes Ionex. Sans rentrer dans les détails, mais il y avait plusieurs méthodes de calcul de ces termes. Et finalement, on va pouvoir obtenir le TEC calibré. Alors, les résultats de ce calcul sont présentés ici. Alors, on a ici donc le TEC obtenu sur base des codes en fonction du temps. Alors, la courbe bleue correspond aux résultats en utilisant les données du récepteur géodésique. En rouge, on utilise les données Broadcom et en jaune, on a le résultat avec les données du Pixel. Donc, on voit que, comme on pouvait s'y attendre, les résultats avec les données smartphone sont beaucoup plus bruités qu'avec les données du récepteur géodésique. Et d'autre part, on a une série de pics. En fait, ces pics viennent de la méthode de lissage, puisque comme je l'ai dit, on doit réinitialiser le filtre à chaque saut de cycle. Et donc, en fait, chaque pic correspond à un saut de cycle. Ici, on a le résultat, cette fois, avec les phases. Donc, on a toujours en bleu les résultats avec le récepteur géodésique et en rouge et en jaune avec les données smartphone. Alors, on voit que les résultats sont beaucoup moins bruités qu'avec les codes et on a tout de même une série de petites ruptures dans les courbes qui correspondent de nouveau à des sauts de cycle. Alors, voici un tableau qui montre les différences entre les résultats donnés par le récepteur géodésique et les résultats smartphone. Alors, pour les codes, on voit qu'on a des différences assez importantes. En fait, les écarts seraient beaucoup plus faibles si on avait éliminé les valeurs problématiques dues à la technique de lissage, donc les valeurs pic qu'on voyait sur le graphique. Par contre, pour les phases, on voit directement que les écarts sont beaucoup plus petits. Alors, en conclusion, je vais d'abord rappeler les principaux résultats. Donc, on a obtenu des différences avec les mesures du récepteur géodésique de moins de 2 TeX units pour les données Broadcom
et de moins de 2,6 tech units pour les données du Pixel 4 avec la combinaison de géométrie free sur les phases. Dans une étude de 2000, messieurs Warnan et Potio avaient obtenu une exactitude de 2 à 3 tech units pour le tech reconstruit à partir de mesures géodésiques. Donc tout cela nous permet finalement de répondre à la question de recherche que oui, il est possible de calculer le tech à partir de mesures GNSS issues de smartphones avec une exactitude comparable à celle des récepteurs géodésiques et avec une précision légèrement inférieure. Alors quelques mots sur les perspectives. Donc, on a vu que l'application du filtre de Hatch a causé certains problèmes, qu'on aurait pu envisager une autre méthode de lissage qui est le lissage Doppler. Donc, les mesures Doppler sont des mesures instantanées, ce qui fait qu'elles ne sont pas soumises aux problèmes de cycle. Ensuite, un autre point est que ce ne sont pas les antennes des smartphones elles-mêmes qui ont été utilisées. Donc, les smartphones étaient reliés à l'antenne ULG 1 sur le toit du B5A. Donc, il pourrait être intéressant de tester les antennes des smartphones réellement. Ensuite, un point important est que ce calcul est évidemment dépendant de l'activité ionosphérique. Donc à l'époque, on était au minimum solaire, d'où une activité ionosphérique très faible. Donc, dans quelques mois, les résultats pourraient éventuellement être différents si l'activité ionosphérique augmente. Et enfin, il sera intéressant de voir l'apport de ces résultats en positionnement smartphone. Alors voici un dernier slide avec les sources principales. Et merci de votre attention.